Allez, allez, venez là. Au sommaire de toute une histoire aujourd'hui, Je me lève à 5 h du matin jusqu'à 20 h 30. Je la remplace vers 8 h pour aller s'occuper des enfants. J'ai tressé une corde et je me suis retrouvé à pleurer sous une poutre. Voilà. Toujours est-il que je crois que c'était l'heure de traire mes vaches, donc je suis allé traire mes vaches. on dit souvent que le métier d'agriculteur est condamné à disparaître. La vie d'un chimiste, donc c'est stressant, on a des responsabilités. Et cette vie n'était pas du tout adaptée à mon image de la vie en couple et en famille. Donc on n'a pas cette séparation entre le monde du travail et la vie de famille. J'ai toujours voulu m'ancrer dans le réel. Et quoi de plus réel que finalement s'ancrer dans le rythme des saisons? Nos invités, eux, n'y croient pas une seconde. Je crois que peut-être je ferai le fromage argile. J'ai plein de projets. Si c'était à refaire, je pense que je referais le même choix. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont fait le pari un peu fou de se lancer dans l'agriculture alors que la profession est en crise, voire même menacée de disparition. Eux ont choisi d'y croire et cet après-midi, ils vont nous expliquer ce qui les pousse à se lever chaque matin aux aurores. Notre psychologue Yvonne Poncé-Bonissol et notre coach David Lefrançois, qui est aussi expert en neurosciences, vont commenter pour nous leur parcours. Bonjour à vous deux. Louis, vous êtes agriculteur dans le Morbihan, un département où il y a beaucoup d'élevage. C'est votre cas? Vous avez des bêtes? Oui, j'ai 50 vaches laitières en conversion 50? bio. Ah oui, donc c'est un gros élevage, une grosse exploitation. Non, pas aujourd'hui. C'est curieusement une ferme à taille modeste. Vous êtes lancé dans cette aventure en 2010. Vous avez d'ailleurs déjà connu de nombreux coups durs. En 2015, votre situation a été vraiment compliquée. À quel point? Au point que je me suis passé une corde autour du cou. Mais je suis là aujourd'hui pour en parler. Bon, vous allez nous raconter Et tout je vous ça. remercie. Comment vous avez retrouvé cet élan de vie, ou cette force qui vous a poussé vers la vie. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous êtes fille de producteur de lait dans le Gers. Vous vous êtes toujours imaginé travailler à la ferme? Non, non, en fait, moi j'ai commencé des études de chimiste. Et donc, avec mon mari, on a décidé de retourner sur la ferme vraiment plus tard. Autour des 30 ans, en fait. Vous, Nicolas, vous avez fait quel genre d'études? Donc j'ai rencontré Véronique à l'école de chimie, aussi à Montpellier. Et donc ensuite, j'ai poursuivi vers un doctorat en Irlande du Nord à Belfast et travaillé un peu dans l'industrie chimique pharmaceutique. Et ensuite, donc c'est là où on a décidé de revenir sur la ferme. Mais c'est un changement de vie absolument radical. C'est un changement radical, oui. On avait eu une envie de créer, de monter un projet et l'agriculture était le foyer idéal pour ça. En partant d'un produit, d'une matière première et l'accompagner jusqu'au produit fini via le fromage, et la vente du fromage. Donc il y a un peu de chimie dans tout ça quand même. Il y a beaucoup de chimie finalement. Alors vous nous raconterez comment on passe d'ingénieur chimiste carriériste à un retour à la terre dans le Gers. C'est un parcours vraiment intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous y avez trouvé votre compte et qu'aujourd'hui cette situation vous convient parfaitement. Vous nous raconterez tout ça, mais d'abord, on revient au parcours de Louis. Vous, Louis, vos parents n'étaient pas du tout agriculteurs, mais c'est un métier qui vous a toujours attiré. Comment vous avez découvert ce milieu? Eh bien, mes parents donc, étaient enseignants et quand j'étais plus jeune, maison de campagne en Auvergne, donc on grandit au milieu d'agriculteurs. Et d'agriculteurs qui ont des fermes de taille familiale, c'est-à-dire 35 vaches, et puis des gens qui ont des valeurs, des gens qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Mais là, vous n'en avez vu que le bon côté des choses, finalement, pendant les vacances, il fait beau. Est-ce qu'on mesure la difficulté de ce travail d'agriculteur quand on voit ça enfant pendant les vacances? Alors, pas du tout. Effectivement, quand je me suis lancé dans le métier, je vivais encore de souvenirs. Mais en même temps, avec un idéal. Mais c'est aussi l'idéal aujourd'hui qui me permet de poursuivre. C'est quoi votre idéal?
Eh bien, l'idéal, c'est de vivre de mon métier en accord avec la nature, puisque je suis en conversion bio. Alors, à terme, je serai en agriculture biologique intégrale. Et voilà, de vivre vraiment dans un territoire, faire vivre ce territoire, entretenir le paysage et de vivre dans cette nature et d'y développer une activité. Véronique, vous avez grandi sur une exploitation agricole, donc vous connaissiez vraiment, vous avez pu mesurer la difficulté de ce métier qui ne laisse pas beaucoup de répit. Ce n'est pas le souvenir que j'en avais de mon enfance. Qu'est-ce que vous aviez comme souvenir? En fait, les agriculteurs peuvent vivre avec la famille est partie prenante du travail. Donc on n'a pas cette séparation entre le monde du travail et la vie de famille. Ouais. Donc c'est un bon souvenir que vous aviez. Un excellent souvenir. Oui. D'accord. Alors vous aimiez la nature, vous aviez un idéal, mais ça ne vous a pas empêché de faire des études de droit. Vous vous destinez à quel métier en fait? On a plusieurs, mais avocat m'intéressait bien. Ça vous intéressait bien? Et ça m'intéressait bien. Je suis pas allé jusqu'au. Je suis même pas fait du tout des études. Vous êtes allé jusqu'où? Donc j'ai une maîtrise en droit public que j'ai fait à Aix-en-Provence. Et après j'ai changé de cursus. Je suis parti dans des études de philosophie. Pourquoi? La philosophie m'intéressait beaucoup. La philosophie, c'est une réflexion que l'on mène sur soi, sur le monde, et permet de prendre beaucoup de recul sur de nombreuses questions. Ouais. Donc c'était assez complémentaire avec le droit. Et donc, à partir de là, vous êtes devenu prof? Alors, à l'issue des 5 années de philosophie, j'ai eu cette opportunité d'aller en Bretagne pour devenir prof et j'ai enseigné l'économie dans un lycée privé. Alors, je comprends rien, moi. Vous avez fait donc une maîtrise de droit, vous avez fait 5 ans de philosophie pour finalement enseigner l'économie. C'est quand même un drôle de parcours. Tout à fait, mais on peut enseigner l'économie grâce au droit, parce qu'en droit, on a aussi dedans des UV de philo. Si on veut. Bon, et vous avez enseigné combien de temps? 2 ans. Pourquoi si peu? C'était un contrat, en fait, un contrat court, quoi. Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le contrat arrivant à terme, on se pose la question, que fait-on pour la suite? Et effectivement, c'est là que j'ai pensé à me réorienter vers autre chose. Vous veniez de rencontrer votre femme à ce moment-là? Tout à fait. Elle faisait quoi, elle? Ma femme est comptable et elle l'est toujours, dans le cabinet d'expertise. Donc vous avez discuté de cette nouvelle orientation professionnelle? Oui, tout à fait. Elle en pensait quoi? Disons qu'au départ, un peu de doute, mais en fait, c'est devenu très rapidement un projet de couple aussi. Parce que dans l'agriculture, c'est important que les deux adhèrent. Le couple adhère. Mais vous dites qu'elle est toujours comptable, donc ça veut dire qu'elle prolonge son activité dans votre exploitation aujourd'hui? Alors, elle s'occupe effectivement de la comptabilité de l'entreprise agricole qui est la mienne. Et en même temps, elle me donne un très agréable coup de main. Et affectueux coup de main. Oui, à la traite, elle traite les vaches avec moi aussi. Est-ce que vous avez tout de suite... Donc pour vous lancer dans ce projet professionnel, vous avez repris des études encore? Il a fallu passer le bac pro agricole pour avoir droit aux aides agricoles auxquelles on a droit. Donc une nouvelle formation de 9 mois. Vous avez su tout de suite que vous seriez éleveur? Vous avez réfléchi à ce que vous pourriez faire précisément? Comment ça s'est passé ce choix-là? Alors en Bretagne, éleveur automatiquement, j'allais dire, parce qu'il y a très peu de terres céréalières. Après, l'élevage, c'est très dense et il y a beaucoup de métiers. Est-ce qu'on veut faire éleveur de volailles, de porcs, de vaches? La volaille, il n'en était pas question parce que je suis allergique aux plumes, donc effectivement, ça c'est un problème. Et le porc en bâtiment tel qu'on le voit dans l'élevage moderne m'intéresse pas trop. Si j'avais été éleveur de porc, j'aurais fait un porc bio. Un porc qui gambade dans les champs, il n'y a rien de tel. Et finalement, alors là, c'est plutôt madame qui a mis un peu son veto. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit sur le porc? Vous savez, l'odeur du porc, elle ne voulait pas trop. Bon, voilà. Ce sont des choix esthétiques qui se respectent. Et du coup, ce sont les vaches laitières. Alors moi, j'aime énormément la vache laitière. Je ne l'ai pas choisie par défaut. L'animal est un animal passionnant. Que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que vous n'avez pas choisi une vache pour la viande? Effectivement, c'est la vache laitière. Parce que la vache laitière, vous avez un produit, vous avez le lait, c'est une matière noble. Moi, je l'appelle souvent un peu l'or blanc, qui
coûte moins cher que l'or, malheureusement, mais c'est un produit qui est magnifique. Et puis vous pouvez vous attacher aux animaux. Et on peut Alors s'attacher que aux animaux. la vache qui produit de la viande, il y a l'abattoir, et ça doit être déchirant, j'imagine. Bah, nous, elles vont aussi à l'abattoir. Enfin, moi, j'en envoie pas beaucoup à l'abattoir, mais c'est la phase finale, on va dire, pour les animaux. Mais derrière, c'est un animal... Enfin, quand on a une petite ferme comme la mienne, à 50 vaches, c'est un animal qu'on arrive à maîtriser, qu'on arrive à connaître, et surtout, on arrive à s'attacher. Alors on va s'interroger sur ce choix quand même. Il faut une sacrée dose de courage, de culot pour se réinventer comme ça. Qu'en pensent nos deux experts que nous saluons, Yvonne et David Lefrançois. Bonjour à tous les deux. Très intéressant ce virage, ce passage du côté citadin au côté rural. Mais chez Louis, on entend que depuis très longtemps, vous êtes en quête de sens. Vous faites du droit, vous faites de la philosophie, vous faites de l'enseignement. Donc, une quête de sens pour être heureux. Et aussi un ancrage. Vous avez au fond de vous, depuis très longtemps, depuis que vous étiez enfant, été à la ferme, et vous avez au fond de vous cette petite lumière qui vous dit « c'est là que se trouve le bonheur ». Le bonheur de vivre au rythme des saisons, de vivre au rythme de la nature, avec une soif, je pense, inconsidérable de liberté. Pour vous, la campagne, la ruralité, c'est la liberté. Et bien souvent, quand on devient des néo-ruraux, c'est-à-dire les nouveaux ruraux, eh bien, c'est souvent à l'occasion d'un nouveau départ et d'un départ de vie conjugale. Et vous êtes devenu agriculteur aussi, un peu, et surtout grâce à votre épouse. Un nouveau projet. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage, et quand on est porté par un idéal infantile, eh bien on ne voit pas trop la réalité. On regarde ça avec des lunettes un peu roses, et quand on est au cœur de l'action, eh bien là, la réalité est souvent douloureuse. Et je crois que c'est... Mais néanmoins, vous avez toujours cherché à vous enraciner dans des valeurs qui étaient les vôtres et qui étaient celles du monde rural, à savoir le courage, la fidélité aux choses, et aussi jamais se plaindre. Et alors, un code de l'honneur, je pense. Et on verra plus tard pourquoi. David. Moi, je ne sais pas si le mot courage est le mot qui viendrait tout de suite quand je regarde ces expériences. Moi, il y a plus quelque chose qui est de l'ordre de l'envie, d'un désir profond. Alors, je suis d'accord avec les grandes valeurs de liberté, de compréhension. Maintenant, quand on travaille aussi une terre ou des animaux et qu'on prend une orientation du bio, c'est pas le bio tel que nous l'entendons, nous, en tant que consommateurs. Les personnes qui vont faire le bio dans leur profond mode de fonctionnement ont un rapport à la terre, ont un rapport à la nature, qui est un rapport qui est empreint de respect. Dans les recherches, que ce soit les recherches philosophiques ou de droit, le droit, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sauveur. La philosophie, c'est essayer de comprendre le monde tel qu'il est. Et la terre aussi, la transmission, de donner quelque chose de beau à la terre, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. Donc on s'aperçoit que les personnes qui vont faire ces orientations-là, alors naturellement le courage il vient après quand on est confronté à la réalité. Et là on en parlera tout à l'heure. Mais je pense que je ne suis pas sûr que ce soit le courage du changement qui soit l'une des valeurs prioritaires. C'est plutôt l'envie de participer à un monde qui bouge, à un monde qui change. Et il y a quelque chose qui curieusement est de l'ordre de l'innovation dans tout ça. Mais moi je crois en l'amour de la terre. Parce qu'on ne fait pas ce métier, on ne prend pas cette orientation, on n'est pas un profond amoureux de la terre et de ses fondements. Donc de la passion. Toujours. Cette notion de courage, comment vous réagissez? Vous diriez que c'est du courage? Vous êtes d'accord avec David? C'est bien plus profond, bien plus de l'ordre de l'envie? Alors le courage, il en faut pour continuer aujourd'hui, c'est évident. C'est pas du tout ce qui m'a motivé effectivement au départ. Moi, j'ai toujours voulu m'ancrer dans le réel. Et quoi de plus réel que finalement s'ancrer dans le rythme des saisons et dans la terre? Parce que la terre, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Et dans l'agriculture, il y a cette magnifique dimension de la transmission. Moi, je ne me considère pas comme un exploitant agricole. Je n'exploite pas la terre. Je suis un passeur de terre, entre guillemets. La terre, je la reçois, alors je vais acheter à des tiers, et en vue de la transmettre un jour. Je suis juste un intermédiaire. Depuis que la terre existe, je ne suis qu'un intermédiaire parmi des milliards et des dizaines de milliards qu'on a été. Point final. Un philosophe ancré dans le réel. Voilà. Ça, c'est le truc. Nicolas et Véronique, Louis s'est lancé seul dans cette aventure, même si quand même il avait l'aval de sa femme. Vous avez relevé ce défi à deux. Hein. C'est une décision que vous avez prise à deux. Vous êtes installés dans le Gers depuis maintenant une dizaine d'années. Vous travaillez ensemble. Depuis combien de temps êtes-vous en couple tous les deux?
On est en couple depuis 2000, donc ça fait une quinzaine d'années. Donc, on l'a dit tout à l'heure, Véronique, vous, vos parents étaient déjà dans ce milieu agricole. Ils tenaient leur exploitation eux-mêmes, j'imagine? Oui, C'était tout à leur fait. propre exploitation? Oui, oui, ils avaient eu cette exploitation de leurs parents. Et voilà, ils ont réussi à la transmettre à mes frères en premier. Vous étiez combien, vous, d'enfants? 7. 7. Vous aviez l'habitude d'aider vos parents dans ce travail à la ferme? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de séparation entre la vie familiale et la vie à la ferme. Oui, tout à fait. Après, nous, dans notre famille, il y a 4 plus âgés et 3 plus petits. On était 7. Donc, les grands aidaient beaucoup à la ferme. Nous aussi, mais on a toujours été plus petits. Donc, on était 3. D'accord. Donc, il y avait cette idée de transmission familiale. L'entreprise devait se transmettre. Oui, je ne sais pas si c'est le désir de mes parents, mais mes frères souhaitaient la reprendre dans tous les cas. Donc, quand vous vous êtes rencontrés en faisant vos études de chimie, elle vous a parlé déjà de son enfance à la ferme? C'est des conversations que vous aviez souvent? Non, pas forcément souvent, mais elle m'en a parlé, oui. Vous vous destinez à quoi après vos études de chimie? Donc à la base, ingénieur chimiste, ensuite un doctorat en chimie. On est partis tous les deux aux États-Unis, moi en doctorat, Véronique dans une entreprise privée aux États-Unis, donc on a travaillé là-bas. Vous avez eu un premier enfant? Exactement, Vous Éléonore. l'avez eu alors que vous étiez aux États-Unis? Voilà, Véronique était enceinte aux États-Unis, donc on est revenu en France À la naissance à la d'Éléonore. naissance d'Éléonore. Oui. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus la même qualité de vie avec un enfant? Vous avez vu les choses différemment? Oui, moi, j'avais du mal à laisser, laisser ma fille, en fait. Je pense que j'aurais eu du mal à travailler, à faire de grosses journées à l'extérieur en laissant Éléonore. Ah oui. Donc ça a commencé à vous poser des problèmes Oui, voilà. d'organisation. Et vous, Nicolas, comment vous perceviez tout ça? C'est la même chose. Moi, je partais tôt le matin à 8h, je revenais tard le soir pour essayer de boucler les projets. Et donc, c'est vrai, cette vie n'était pas du tout adaptée à mon image de la vie en couple et en famille. Et donc, là, on a commencé à réfléchir, exactement. Donc vous en avez parlé tous les deux, ou qui a commencé à alerter l'autre sur le fait que la vie que vous meniez ne vous plaisait plus? Le jour peut-être où mon employeur m'a proposé un CDI, par exemple. Donc là, je lui ai dit, bon, je suis en train de me poser des questions. Pas pour le moment. Et à partir de là, donc, on a réfléchi sur le projet agricole. Et, Ah bon? Mais comment ça vous est venu en tête? Et donc, ça reste chimique dans le sens où il y a une idée de production. Donc, pour commencer un Mais projet... qui en a parlé à l'autre de cette idée de revenir sur l'exploitation agricole? Moi, pardon. Attends, vous y pensiez, vous? Et du coup, oui, on y a pensé à ce moment-là, oui. Est-ce que vous vous disiez quoi? Que ça vous offrirait une autre qualité de vie? J'avais cette image. Mais Quelle j'avais cette image, mais d'une qualité de vie effectivement idyllique entre guillemets, la famille, la ferme. Mais moi, mes 2 parents sont médecins, donc j'avais pas du tout cette idée de la vie à la campagne. J'habitais en ville, en région parisienne. Vous aviez déjà croisé une vache dans votre vie? Non, jamais. J'avais même peur des vaches. Bah, je me doute. Je n'avais jamais vu un cochon de ma vie. Mais c'est quand même étonnant de se dire qu'on va en faire son métier en ayant si peu de connaissances. Oui, mais il y a une notion d'aventurier, c'est-à-dire je vais à l'aventure et surtout j'ai envie d'offrir un nouveau projet à ma femme et à mes enfants, c'est-à-dire une qualité de vie aussi familiale et amoureuse. Puis il peut y avoir aussi l'adaptation de connaissances. On a des connaissances en chimie, on a des vraies compétences. Donc ces compétences-là, on peut les mettre au service d'un projet, qu'il soit agricole ou autre. Donc là, après, je pense qu'une des volontés, je peux me tromper, mais je pense que l'une des volontés premières, c'est de se dire au service de quoi je peux mettre ces compétences et pourquoi pas faire un lien entre un univers qui est un univers connu et partagé et quelque chose que j'ai développé en termes de compétences. Ouais, exactement. Après, il y a l'idée aussi de ne pas revenir en arrière et de ne pas le regretter plus tard. Voilà, si j'avais continué sur cette voie, peut-être que j'aurais regretté. Là,
Et C'est là où moi je trouve que justement la notion de courage elle est importante. Parce qu'on a en face de nous un homme qui est vraisemblablement a une carrière qui est profilée. Hein. On a une proposition d'un CDI au sein d'un groupe pharmaceutique. Ce sont de belles carrières avec beaucoup de possibilités en termes de développement. Et de se poser la vraie question du bien-être, du choix que je vais faire, ça demande beaucoup de courage parce que ça demande à ce qu'on remette en question ce qui nous est proposé. Ça veut dire qu'il faut être sacrément affirmé à l'intérieur en termes de valeur, quoi. Ah, et puis vous aviez quel âge quand vous vous êtes posé ces questions-là? Ça suppose beaucoup de maturité aussi. Ben, c'est ça. Et de générosité. Ouais, vous aviez quel âge? il y a une dizaine d'années, on avait 30 ans. 30 Ouais, ans c'est tous ça. les deux. De générosité, Yvonne, parce que souvent, quand même, majoritairement, à ce moment-là de la vie, l'ambition professionnelle prend le dessus. Prend le dessus. Et là, c'est vraiment un projet familial. C'est un cadeau que vous faites aussi à votre épouse. Donc, c'est pour ça je crois que la générosité arrive aussi en premier plan dans votre choix. Est-ce que c'était perçu comme un cadeau? Comment? La question, c'est est-ce que C'est une c'était bonne vraiment question. perçu comme un cadeau en fait, Oui. à l'époque? Non, je pense pas. Bien que maintenant, je changerais d'avis, hein, mais non. À l'époque, non. Non, à l'époque, non. Comment vous avez réagi quand il a commencé à vous en parler? Vous vous êtes dit, il est complètement fou, il est illuminé, ça m'inquiète trop, il va passer à côté de sa carrière personnelle. Comment vous avez réagi? En fait, moi, je suis pas du tout sa façon de raisonner. Donc, moi, je me disais, je voyais plutôt ce que moi, je voulais. Et ce qui me gênait dans l'idée de faire une carrière d'ingénieur assez active tous les deux, c'est vrai que je voyais mal comment positionner la famille. Mais donc, vous étiez d'accord? Après, c'était la même. Oui, la même. Mais la solution qu'il m'a proposée me convenait sur ce point-là. Ouais. Donc à partir de là, il m'aurait proposé autre chose. Je pense que ça aurait été aussi... Le projet, c'est le projet qui vous a passionné, le projet d'être dans un vrai projet familial. Voilà. C'était plus le projet familial qui me motivait. Alors, est-ce que vous avez dû reprendre des études pour savoir ce qu'est une vache, comment elle fonctionne, d'où vient le lait? Oui, tout à fait. Donc, j'ai dû faire un BPREA, donc un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et donc ça, par correspondance, en Ariège. Et c'était vraiment tout à fait adapté. Donc, on est allé pour passer les examens. Et donc, on a pu le passer tous les deux, d'ailleurs, avec Véronique. Ah, vous l'avez fait tous les deux? Oui, on recevait les cours via Internet. Et, Voilà. Et vous avez été reçus tous les deux? Et on a été reçus tous les deux. c'est pas quand même très simple. Mais alors, vous avez repris l'exploitation familiale? Voilà. Avec vos frères? Avec un de mes frères, oui. Ah, d'accord. Parce que lui, il était déjà sur place. Oui, exactement. Donc. Comment il a réagi quand vous lui avez fait part de votre projet? Je pense que c'est comme les vaches laitières, c'est quand même une grosse charge de travail. Donc l'idée d'être deux familles sur un atelier comme celui-ci, c'est quand même très adapté en fait. Mais il en avait déjà des vaches laitières? Oui. D'accord. Il en avait une cinquantaine aussi. Et, mais j'imagine que vous avez proposé un projet différent. Voilà, nous on complétait, on s'associait à lui et on créait une unité, un atelier de transformation de fromage. Et donc ça rajoutait une valeur ajoutée au produit. Et donc ça n'entamait pas du tout sa manœuvre à lui. Il était totalement autonome encore. Et les cochons? Et ça, c'est apparu plus tard. Car vous faites du fromage, vous avez des produits dérivés comme le petit lait, et donc le cochon apprécie beaucoup le petit lait. Ah bon? Donc c'est adapté. Après, D'accord. comme Louis... alors, c'est pas des cochons qui mangent des glands de chêne vert? Et si, en fait, comme Louis, l'odeur du cochon, j'ai du mal. Donc ils sont à plus de 500 mètres de la ferme, dans les bois. Et ils mangent des chênes, des glands, et je vais les voir tous les jours. Donc c'est des très bons cochons, c'est pas des élevages... C'est du cochon plein air, très très bon, oui. Élevé vraiment longtemps. super. C'est pas des cochons noirs? Blanc et noir, parfois. Moi, je suis une spécialiste du noir de Bigorre. Donc, je ne la fais pas, le cochon. Nous sommes dans la Qu'est-ce qu'il y a, zone. David? Non, Vous connaissez? Non, tu es experte en cochon noir. Bah oui. Chacun son truc. Ça va bien. Vous y voyez une signification? À chaque fois, je vous découvre un peu plus. et Mais c'est de plus en oui, plus voilà. plaisant. C'est ça, il faut savoir réserver des surprises, ça. n'est-ce pas? C'est ça. Alors, Louis, le 1er janvier 2012, vous étiez, propriétaire de votre exploitation, n'importe quoi.
Donc vous étiez propriétaire de votre exploitation. Il y a eu une grande fête d'ailleurs à cette occasion. Vous avez voulu fêter tout ça? Oui, puisque le 1er janvier 2012 marque, ça y est, mon inscription officielle à la MSA. On devient agriculteur. Donc vous étiez Quelque part, très fier, l'impression d'avoir réalisé un rêve? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Puis ça y est, je suis indépendant. J'étais salarié avant, pas trop longtemps, c'est vrai, mais j'étais salarié. Ben là, non, ça y est, je suis indépendant. Bon, ça c'était important, C'est important. d'avoir les rênes. Alors, les rênes, je les avais avec un monsieur, parce qu'on était deux Ouais. au départ. J'étais dans une forme sociétaire. Moi, quand j'ai repris la ferme, il y avait 3 associés. J'ai repris les parts sociales de 2. Je me suis installé avec le dernier jusqu'à sa retraite. Et donc, au départ, on était 2. Bon. Et alors, tout a bien commencé? Tout s'est passé comme vous l'imaginiez? Oui, grosso modo, quand on est 2 sur une ferme, c'est intéressant. On arrive à se dégager un peu plus de temps. Bon, on a mis un peu de temps à trouver un peu notre rythme. Un Vous week-end faisiez sur quoi 2. comme horaire? C'était Alors, quel genre de quand journée? on était à 2, on commençait plus tard. On attaquait à 7h. Là où aujourd'hui, j'attaque à 5h30. Ah ouais. Et puis, voilà, le travail est divisé par 2 automatiquement. Parce que entre le moment où j'ai repris, globalement, depuis 1995, la ferme n'a pas évolué en surface. On a toujours la même surface, on a grosso modo le même nombre d'animaux, et on a cette fameuse référence laitière, ce qu'on appelait les quotas avant, ça n'a pas changé non plus. Donc, ils étaient 3 avant à faire exactement le même travail, on a été 2, puis depuis le 1er septembre 2013, je suis tout seul. Donc vos journées ressemblent à quoi? Je me lève à 5h du matin, j'arrive sur la ferme globalement à 5h30, 6h moins 20. Vous n'habitez pas à la ferme? Et non, j'habite à 1,5 km à côté. Je suis pas loin, mais il y a quand même une 5 bonnes minutes de voiture. Oui, ça va. Et oui, mais Il n'y a pas d'embouteillage. j'ai pas trop de bouchons, ça se passe bien à ce niveau-là. Et donc, globalement, je trais mes vaches, je nourris tous mes petits veaux, j'en ai pas mal en général. Je nourris mes vaches et grosso modo, je peux prendre un petit déjeuner vers 7h30, 8h. Je fais une petite pause à peu près d'1 heure et je reprends ainsi de suite le travail jusqu'à 20h30, 20h, 20h30 en période creuse et en période de récolte, plus 11h30, minuit dans ce cas. Nicolas, vous menez un peu la même vie au niveau des horaires, de la nature de votre travail à la ferme? Oui, tout à fait. Après, donc on commence plutôt à 7h la traite. Et nous, on se remplace par exemple au cours de la traite pour aller s'occuper des enfants, pour aller les amener à l'école. Et le soir, la traite du soir également. Donc on commence plutôt à 5h, après que les enfants soient revenus de l'école. Et on essaie de finir avant 7h pour être là, pour être tous ensemble au repas du soir. Comment vous faites? Vous établissez un planning? Demain, c'est toi qui iras à l'école, c'est moi qui traite les vaches. Après, demain, on fait l'inverse. Comment ça marche? Non, c'est plus spontané? Ça se fait naturellement. Véronique, par exemple, commence la traite. Moi, je commence à soigner les vaches. Je prépare l'alimentation pour les vaches laitières et je la remplace vers 8h pour qu'elle aille voir les enfants et les accompagner à l'école. Et les enfants, ils adorent? Les enfants ne se plaignent pas. Il n'y a que des filles? Non, il manque le dernier. Il manque le garçon. dernier, il n'était pas encore né à cette d'accord. époque. Donc il y en a 5, dont un petit garçon. Voilà. Après, l'avantage, c'est que nous, le bus scolaire vient les chercher à 50 mètres de la maison. Donc elles descendent au village. Et après, elles vont dans les différentes écoles du regroupement communal. Donc c'est la vie que vous espériez mener, que vous menez aujourd'hui? C'est une vie familiale en tout cas qui vous convient? Exactement, oui, c'est une vie tout à fait adaptée. Comme Louis, on ne prend pas beaucoup de jours de congé, on doit prendre 1 semaine ou 2 de vacances par an. Mais c'est tous les jours. 1 semaine ou 2 par an? Mais, après, et là, aujourd'hui, par exemple, qui s'occupe des vaches? Là, vous êtes en vacances? Oui, c'est vrai. Exactement, Hein? exactement. On est en vacances et on a la chance d'avoir un ami qui s'en occupe et qui a pu nous remplacer. Qui a un peu l'habitude ou qui Voilà. n'a jamais fait? Hein? Il a l'habitude? Il a l'habitude, mais c'est une nouveauté aujourd'hui pour lui, Ouais. chez nous. Et après, Vous l'avez eu combien de fois au téléphone aujourd'hui? On l'a eu 2 fois déjà. 2 fois. Oui. Et vous, comment vous avez fait pour venir nous voir? Alors, c'est mon épouse qui, entre sa journée de travail, eh bien sûr,
le travail, enfin la traite des vaches au moins. Donc elle se levait à 5 h du mat pour s'occuper des vaches, ensuite elle est partie au travail, ensuite elle est revenue. Vous lui avez épargné quand même l'exploitation agricole, le tracteur, tout ça, ou elle doit aussi gérer ça aujourd'hui? Non. En général, moi quand je pars une journée comme ça, je vais quand même souvent aussi en formation. Et c'est entre 2 traites toujours. Il n'y a aucun travail de tracteur à faire, hein. Il y a juste la traite des vaches, ce qui ne demande pas de connaissances particulières. Il y a combien d'heures entre 2 traites? Entre l'heure de travail des traites de vaches, vous comptez, seul il faut 3/4 d'heure, 1h30 de traite. Il y a 1h30 de traite, et entre 2 traites, il vous reste combien de temps pour vous? Entre la traite du matin, entre 7h et 18h, voilà, ça vous laisse une belle journée. Alors, malgré la fatigue et l'isolement, tout allait plutôt bien, hein. On revient un peu à vos débuts. Vous me disiez que vous travailliez avec un associé. À l'époque, vous arriviez à vous verser un salaire quand même? Ah oui, j'avais 1700, 1800 euros de salaire. Bon, et tout allait bien jusqu'en mai 2014. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai commencé à perdre des vaches de crise cardiaque foudroyante. En termes techniques, des ruptures d'anévrisme. Vous avez les animaux qui tombent, comme ça peut être le cas pour un homme ou une femme. Et il n'y a pas d'épidémie de rupture d'anévrisme? C'était dû à quoi? Il n'y a aucune cause, parce que quand vous perdez entre mai 2014 et février 2015, j'ai perdu 15 vaches et 15 plus jeunes. Dans des petits veaux comme vous voyez, derrière j'en ai perdu énormément comme ça. Et notamment j'ai perdu des vaches devant moi, elles étaient à 1 mètre de moi, elles tombaient comme des mouches. Donc effectivement, j'ai fait des analyses, empoisonnement, rien. Les vaches ont été envoyées à l'autopsie, on n'a rien trouvé. J'ai fait des analyses de courant électrique conducteur, parce que parfois avec les lignes, j'ai une ligne de tension qui est pas loin de la ferme. Ça n'a rien donné. J'ai fait des analyses de sources, parce que parfois les courants telluriques aussi peuvent occasionner des problèmes sur les animaux, il n'y a rien. Donc ça reste un mystère. Vous avez déjà eu ce type de problème? Des crises cardiaques ou des ruptures d'anévrisme? Non, on n'a pas eu. C'est difficile de toucher ce problème, mais on a eu l'an dernier une vache qui mourait par jour pendant 10 jours. Et à cause d'une intoxication liée au botulisme. Donc, une fois ingéré, il leur suffit d'1 gramme pour mourir en 3 jours. Mais ça, on l'a su qu'après, après des analyses à l'Institut Pasteur. Et voilà. Mais c'est vrai que. Et alors vous n'avez jamais su? Mystère. Vous pensez à quoi en fait? Quelle est votre explication après coup? Vous savez, quand vous perdez des animaux comme ça, que vous ne leur avez rien fait, c'est quoi? C'est le sort qui s'abat sur soi. C'est la faute à pas de chance. On en revient même à mettre en cause son projet. J'aurais peut-être pas dû être paysan. Ce que vous avez fait? Vous avez remis en cause il y ce avait projet? un peu tout ça, oui. Ouais. Plus, donc j'imagine que ça a provoqué une perte économique, hein, puisque un tiers de votre cheptel a été décimé. Donc après, c'est une spirale. Effectivement, 15 vaches en moins, globalement, c'est une perte de 50 000 euros. Je ne compte pas encore dedans les 15 autres, les 15 plus jeunes. Donc c'est du lait, en fait, tout simplement en moins à livrer. Et qui dit du lait en moins à livrer, du revenu en moins. Et du jour au lendemain, je suis passé, on va dire, de 1 500 euros de revenus à aujourd'hui 300 euros. Quoi. Pour le même volume d'heures de travail, savoir 80 heures par semaine. Donc vous avez été endetté, interdit bancaire, enfin vous avez connu l'enfer qui s'attache à ce genre de situation. De quoi perdre pied? Oui, je suis interdit bancaire depuis 1 an. La situation est en train de se régler un petit peu. Parce qu'en fait, l'élément déclencheur, c'est que le directeur de la banque a voulu me mettre en liquidation. Bon, vous voyez, le découvert autorisé sur l'exploitation est de l'ordre de 7 000 euros. Je crois on le dépassait de 2 000 euros, donc c'est pas en soi monstrueux. C'est pas une grosse dette, hein, mais tout de suite, tout s'enchaîne. Donc on a plus de moyens financiers, on est interdit bancaire, on n'arrive plus à régler les fournisseurs, donc payer le vendeur de semences, tous les petits fournisseurs, même le vétérinaire. Et effectivement, ça remet en cause tout l'avenir de l'exploitation.
L'avenir d'exploitation, probablement aussi, ça pose des problèmes dans la vie de couple. C'est pas évident à traverser ensemble ce type de situation. Ça a été terrible, oui. Ça a été terrible pour nous. On a failli se séparer. Dans les difficultés qu'on a rencontrées, mon épouse a vécu la perte d'un enfant. Donc ça en a rajouté aussi. Hein. On est dans le noir, hein, voilà. Le noir économique, le noir dans la vie de couple. Les idées sont noires. Enfin, tout est opaque. Et c'est terrible. Au point d'envisager le pire. Le pire. Et donc, un jeudi après-midi, j'ai tressé une corde. C'est rapide à faire. Des cordes, on en a tous dans les fermes. Et je me suis retrouvé à pleurer sous une poutre. Voilà. Et après, j'ai une grande période d'absence parce que je ne me souviens plus trop de l'heure qui a suivi. Toujours est-il que je crois que c'était l'heure de tramer vache, donc je suis allé tramer vache quand même. C'est ce qui fait que je ne suis pas passé à l'acte. De toute façon, on n'a pas conscience quand on arrive dans un état comme ça, on n'a pas conscience. Pour moi, j'étais vraiment dans un état inconscient, comme un peu piloté. Hypnotisé par finalement une mise à mort collective. Exactement. Dans ce qu'on entend, c'est vrai que je connais bien la Bretagne et surtout le monde rural. Les paysans, quand vous ne faites pas partie des leurs, quand vous n'êtes pas ses origines, il y a souvent aussi des mauvaises croyances, ce mauvais sort. Vous avez évoqué cette mauvaise sort. Il y a souvent on dit oui, ces vaches sont mortes, etc. On ne sait pas pourquoi, mais ça, ce sont des fausses croyances. Néanmoins, vous avez été imprégné par une forme de malédiction, c'est-à-dire que vous avez incorporé en vous une malédiction qui n'existait peut-être pas, mais que vous avez ressentie comme telle. Et cette corde signifie je veux mettre un terme et je vous appelle au secours, je vous en supplie, laissez-moi vivre. Et ce qui vous a maintenu en vie, c'est l'amour et ne serait-ce qu'un lien avec votre vache, avec vos animaux, avec la vie. Donc vous, tel qu'on vous entend, vous êtes tellement amoureux de la vie que vous ne pouviez pas vous suicider. Mais vous vouliez tordre le cou à tous vos ennuis, à cette pression, à cette... et puis alors aussi, cette perte d'illusion, votre rêve s'achevait là, c'était pas possible. Et je trouve que c'est très intéressant. Néanmoins, il y a cette notion de sort dans votre tête qu'il faut complètement évacuer, mais je vais donner la parole à l'expert. La corde, c'est tordre le cou pour vous. Tordre le cou, oui, on tord le cou. Il y a beaucoup de pendaisons en Bretagne, dans le monde rural, mais souvent ils passent pas là, mais c'est tordre le cou à quelque chose d'insupportable et d'insurmontable. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de suicides dans ce milieu agricole, hein, jusqu'à 200 suicides par an, c'est énorme. Le processus là, qui m'interpelle beaucoup, chez Louis, qu'on doit retrouver aussi beaucoup chez les personnes qui peuvent passer à l'acte. Parce que là, pour le coup, on a quand même aussi une personne qui est une personne qui a de la raison, qui a de la culture, et qui peut, à un moment donné, faire appel à une certaine forme d'intelligence pour pouvoir se positionner. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on en arrive à des idées de suicide ? Il faut savoir que quand on subit du stress et des angoisses permanentes, vous allez stimuler le système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome sympathique. Dans ces cas-là, vous allez fabriquer une chose qui est importante, qui s'appelle du cortisol. Le cortisol, c'est un poison pour le corps et il a deux effets. La première chose, c'est qu'il maintient et stabilise l'angoisse et l'anxiété dans le corps humain. La deuxième chose, le cortisol se glisse dans le sang, monte dans le cerveau et attaque les cellules de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est ce qui me permet de prendre de la distance avec les choses dans la vie. C'est-à-dire que la difficulté dans l'expérience de Louis, c'est le fait que les choses arrivent et s'enveniment de plus en plus, mais se stabilisent sur le temps. Et c'est ça qui est dangereux. Et moi, ce que j'invite à faire, et toutes les personnes qui regardent cette émission, qui regardent ce beau témoignage, à partir du moment où vous allez vous rendre compte qu'il y a un état de mal-être qui s'installe sur la durée, très rapidement, parlez. Allez chercher de l'aide à l'extérieur, pas obligatoirement, effectivement, chez les personnes qui partagent le même métier que vous, parce qu'ils n'ont pas les mots. Allez voir un professionnel pour exprimer les choses et comprenez que dans tout ça, ce qui va vous faire gagner du temps et de la visibilité, c'est l'espoir. Ce qui nous permet tout le temps de sortir de cette difficulté, c'est le fait d'entrevoir des solutions. Mais vous ne pouvez pas entrevoir des solutions parce que vous avez mis en place une psychologie et une neurobiologie qui tournent en boucle sur quelque chose qui est néfaste et qui est incroyablement toxique pour le corps. C'est la raison pour laquelle il faut le plus rapidement possible sortir de cet état, parler et discuter avec des personnes qui vont vous faire sortir d'un état de pensée problème à un état de pensée solution. C'est ce que vous avez fait ?
Vous avez parlé? Vous avez trouvé une solution pour parler? Comment vous y êtes pris? Curieusement, je m'y suis pris grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux. J'ai un jour étalé au grand public, finalement, les difficultés que j'avais, le mal-être, le fait que la banque voulait me liquider. Et grâce à de nombreux amis, ils m'ont aidé en fait à retrouver du sens à mon métier. Aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, si j'ai eu ces difficultés-là, si je désespère à ce point, c'est que je ne trouve plus de sens à mon métier. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment retrouver cette dimension que le paysan est un être indispensable et que je suis, en tant que simple paysan, indispensable, comme le sont mes collègues et ainsi de suite. Chaque agriculteur est indispensable pour nourrir. Et ça, c'est grâce à Facebook que je l'ai eu. C'est-à-dire que c'est ce qui a changé aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez retrouvé du sens. Complètement. C'est-à-dire que quand vous allez travailler, traire vos vaches ou vous occuper de votre terre, vous avez quoi en tête? Vous vous dites, mes vaches ont besoin de moi, ma terre a besoin de moi, je suis le seul à pouvoir les aimer comme je les aime. Oui, c'est ça, c'est retrouver l'unicité de ce que l'on est. Et chaque agriculteur participe, chaque agriculteur est un être nourricier. Donc ça, c'est important. Moins on aura de paysans en France, plus, quelque part, on va crever la dalle. Il ne faut pas rêver, c'est ça. Donc chaque agriculteur est indispensable aujourd'hui. Et moi, le matin, quand je me lève, ma première réaction, mais il a fallu du temps pour ça. Combien de temps? De longs mois, de 5-6 mois. De se dire, voilà, la journée va être bonne. C'est pas très long, 5-6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très long parce qu'on a quelqu'un qui est intelligent, qui a fait de la philosophie, ça aide quand même. Oui. Ça permet aussi de prendre du recul. Et ce que Louis souligne, une chose qui est essentielle, surtout pour les personnes qui sont dans la douleur, c'est qu'en fait, la douleur, on ne peut l'accepter que quand justement on lui donne du sens. Mais vous voyez, je vais bien parce que j'ai encore mes dettes, j'ai encore tout, je suis en règlement amiable judiciaire au niveau de la ferme. Donc en soi, non, je vais bien. C'est-à-dire qu'en soi, rien n'a changé, il y a toujours autant de difficultés économiques, mais c'est votre manière d'appréhender les événements qui a changé peut-être. Complètement. Les difficultés sont là, les cours ont chuté. Je ne vais pas vous redire un peu tout ce qu'on trouve au sein de l'actualité. Les cours ne sont pas là, on ne gagne pas bien notre vie. Mais moi, je vais bien. Et du coup, la ferme va bien. C'est-à-dire que la ferme est en train de remonter tranquillement, doucement, mais il faut lui laisser le temps. C'est le temps de la vie, c'est le temps de la nature. Donc vous allez bien parce que vous êtes convaincu qu'il fallait... C'est quoi? Est-ce qu'il y a un peu de l'ordre de la méthode Coué là-dedans? Il y a de l'ordre. Pardon. Non, mais parce que dans un premier temps, Louis a été complètement... Vous avez été complètement assommé par de nombreuses pertes. Problèmes dans votre couple, perte d'un enfant, perte des vaches. Et en plus, pas de sens dans ces pertes. Et sont mis en place des idées terriblement négatives. Donc tout s'effondrait. Et dès lors qu'on a un regard beaucoup plus positif, et comme dit David, qu'on a trouvé du sens chaque jour à ce qu'on fait, quand vous vous réveillez le matin, j'y vais, c'est parce que chaque jour, j'apporte du bonheur aux autres en allant traire mes vaches. Et ça, c'est redonner du sens et une pensée positive. Je crois que c'est la méthode Coué, c'est d'avoir d'autres lunettes sur ce qu'on fait. On porte plus des lunettes noires, sombres, mais on porte des lunettes roses et chaque jour, on voit la vie avec un autre regard. Sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on est, ou sur qui on est. Ce que Louis nous offre comme chose qui est juste fabuleuse, et ça c'est une grande leçon de vie en fait, l'expérience importe peu. Toutes les expériences que nous vivons, quelles qu'elles soient, aussi difficiles qu'elles soient, je suis désolé de le dire, importent peu. Ce qui compte, c'est la façon dont je me la représente, cette expérience, et la façon dont j'y réagis. Ce sont ces deux éléments-là qui vont donner finalement la nature de l'expérience. Donc on a deux possibilités. Ou bien l'expérience que je suis en train de vivre à travers un banquier qui me dit « je vais te liquider », ou bien ça nous met dans l'adversité, on se dit « ok, à partir de maintenant, j'ai un rêve, j'ai une passion, je m'y attache, je m'y accorde et j'irai jusqu'au bout. Et c'est dans ce projet que j'irai plutôt que dans la promesse du fait qu'on va me faire arrêter. » Et c'est juste une question de dire comment je me représente l'expérience. Quand vous rencontrez quelque chose de difficile dans la vie, posez-vous quelle serait la façon la plus intelligente de me représenter ce que je vis? Est-ce que je considère que c'est la fin? Parce que si je considère que c'est la fin, pourquoi pas mettre fin à ma vie? Ou est-ce que je considère que c'est de l'adversité, c'est une épreuve? Et comme c'est une épreuve, c'est un moment où dans ma vie, je dois faire mes preuves. Et là, j'y vais, je donne tout ce que j'ai. Et c'est là où Louis, en fait, et n'importe qui d'entre nous va trouver des vraies ressources pour passer au niveau supérieur. Et ça s'appelle la puissance personnelle. C'est comme ça. Vous êtes d'accord, Louis?
Oui, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que dans la situation dans laquelle j'étais il y a un an, je suis passé vraiment, j'étais aux frontières de la mort. Enfin, j'avais une telle marée noire d'idées. Vous savez, la marée noire au sens de l'érica du terme, vous voyez, ce qui colle, ce qui est la poisse. C'est exactement ça, moi, l'état d'esprit dans lequel j'étais. Rien n'allait, vous n'avez plus rien. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux de vivre et parce que je découvre plein de choses. Et effectivement, les difficultés, je les ai, mais je les relativise. Aujourd'hui, je vis, et ça, c'est bien. Et je revis avec mon couple. Ma ferme aussi revit. J'ai des animaux maintenant avec lesquels j'ai une relation qui est encore plus intéressante qu'avant, qui est beaucoup plus passionnante. Et dans mes relations aussi personnelles, les amis, je vais les rencontrer. Juste parce que vous avez accepté de voir les choses différemment. Oui. Votre femme Sandrine n'a pas pu vous accompagner aujourd'hui sur ce plateau. C'est elle qui s'occupe de la ferme aujourd'hui? Voilà, notamment ce soir, elle s'occupe de traire mes vaches. Alors, elle a quand même accepté de vous adresser ce message. Mon loulou, je voulais te dire que je suis très fière de toi, de ton parcours. Tu as choisi il y a quelques années de changer de métier, de devenir éleveur de vaches laitières. C'est un métier très exigeant en temps et en énergie. Je te trouve très courageux d'exercer ce métier et surtout très courageux de le poursuivre malgré les difficultés que tu as rencontrées, que nous avons rencontrées, tant d'épreuves que tu as subies. Tu as toujours gardé cette passion de ce métier. Je suis très fière de toi pour cela. Je voulais te le dire et te dire surtout que je t'aime très fort. Commentaire? C'est très chouette. C'est très beau, c'est très émouvant. Et je l'aime beaucoup aussi. Nicolas, est-ce qu'il vous est arrivé de connaître des moments difficiles comme ceux qu'a traversé Louis? Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, on a perdu 10 vaches donc l'an dernier du botulisme. Mais c'est vrai qu'on l'a moins senti comme une fatalité, comme on était tous les deux. On a pu le vivre ensemble. Et après, on a eu des bons conseillers aussi qui nous ont suivis. Il n'y a jamais un moment où vous avez remis en question votre choix de partir vivre à la ferme? Non, jamais on a remis en question notre choix. Je ne regarde pas en arrière, donc toujours en avant. Ce que je me dis, c'est qu'il y a toujours une solution, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est votre état d'esprit? Oui, peut-être. Et voilà, oui, j'aurais peut-être vendu les vaches si jamais, et acheter du lait pour transformer, faire du fromage, mais ouais, il y a toujours une solution, il n'y a pas de raison de baisser les bras. Alors, comment vos proches et vos parents ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous quittiez votre poste de chimiste pour devenir agriculteur? Ils n'ont pas trop réagi, pas trop de réactions. Maintenant, je sais que bon, ils nous ont pas. Ils sont médecins, vous avez dit. Voilà, ils sont médecins, mais ils nous ont pas, enfin, ils m'ont pas poussé, mais non, ils sont restés en retrait. Ils ont accepté. Ils ont accepté le choix. Alors, nous avons contacté justement votre famille, Nicolas, notamment votre père, pour qu'il nous donne son sentiment sur votre choix de vie. Véronique et Nicolas. Il y a quelques années, notre surprise fut très grande lorsqu'on nous avait annoncé votre départ dans le Gers pour une reconversion dans la ferme familiale. Vous qui veniez de terminer de brillantes études d'ingénieur chimiste, alors comprenez notre étonnement. Aujourd'hui, le monde agricole est en pleine mutation difficile, ce qui vient s'ajouter au surcroît de travail. Néanmoins, votre choix vous a permis de construire votre vie, votre famille, avec un maximum de bonheur au milieu de vos 5 adorables enfants. Donc c'est un papa respectueux et qui se réjouit avant tout de votre équilibre familial? Oui, a priori. Après, maintenant, il est à la retraite, donc il va pouvoir venir nous voir plus souvent. Et vous aider? Vous allez l'initier à la traite des vaches? Non, je pense qu'on va le laisser avec les enfants pour qu'il joue son rôle de papy. Alors justement, nous avons eu envie de voir à quoi ressemblait votre quotidien dans le Gers. Aujourd'hui, il y a quelques jours, vous avez accueilli l'une de nos équipes. On regarde ce reportage de la rédaction. À Tronsins, dans le Gers.
Ce matin, comme tous les jours, Véronique s'apprête à fabriquer son fromage de brebis et de vache. Donc avant de rentrer à la fromagerie, on met des bottes, un tablier et une charlotte pour ne pas contaminer les pièces dites propres, là où on fabrique le fromage. En 12 ans d'expérience, elle a maintenant le coup de main. Donc ça, ce sont les fromages qui ont été faits hier. Je mets des gants pour les mettre dans la saumure afin de les saler. Donc hier, j'ai transformé environ 900 litres. Maintenant, je vais faire des fromages blancs. Donc ce lait a été mis à cailler hier soir. Donc on laisse cailler 12 heures. Et ensuite, on le moule. Là, il va s'égoutter. Ce qui me plaît dans le fait d'être agricultrice est de pouvoir décider de faire ce que je veux quand je veux. On a beaucoup de choses à faire, mais ce qui est vraiment agréable est de pouvoir décider de le faire quand on veut. Pendant ce temps-là, Nicolas, lui, s'occupe de ses 50 vaches. Une activité qui l'épanouit pleinement. Allez, venez là. La vie d'un chimiste, donc c'est stressant, on a des responsabilités, et on a un timing particulier, on a des deadlines. Et ça, c'est une pression particulière qu'on ne retrouve pas forcément dans l'agriculture. L'agriculture, c'est vraiment le temps et les animaux qui vous rythment la vie. Tous ces animaux, on s'y attache. Il y a une communication qui se fait entre l'éleveur et la vache, donc on sait, suivant leur meuglement, ce qu'elles ont. Donc quand elles ont faim, elles nous le disent, et dans ce cas-là, elles se mettent à toutes nous appeler en même temps. Ou alors, quand elles voient, par exemple, à la clôture, une brèche pour s'y enfiler, hop, elles se donnent le mot et elles sont toutes dehors en 5 minutes, quoi. Les principales tâches de la journée accomplies, les enfants étant à l'école, le couple profite d'un rayon de soleil pour passer quelques instants ensemble. Il n'y a pas d'arrêt, on peut y être de 7h le matin à 11h le soir. Il nous arrive de faire des vélages la nuit, mais c'est pas une impression de travail, c'est une impression de vie en continu qui est rythmée par les animaux et par la saison finalement. Si c'était à refaire, je pense que je referais les mêmes choix, moi. Seul, on ne pourrait pas forcément le faire, effectivement, sans Véronique. Je pense que j'aurais pas eu l'énergie de le faire. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Comment ça s'appelle? Hein? Ça s'appelle comment son truc? Son doudou? Non? C'est son petit doudou? Donc quel âge ces enfants? Vous avez de très jolie coiffure, hein? C'est magnifique ce travail de tresse là. Oh, c'était rigolo d'aller au maquillage et de se faire coiffer? Oui. Ah. Alors présentez-les-nous. Donc il y a Éléonore, Louise, Clarisse, Marie et Pierre. Alors ils ont combien d'écart chacun? Donc les 2 premières 18 mois, ensuite il y a 2 ans et demi, puis 15 mois et 2 ans. Donc ça a enchaîné quand même, hein? Il y a eu des moments où c'était quand même difficilement compatible de devoir s'occuper des enfants, des vaches, vous saviez plus donner de la tête, ou vous avez tout géré tranquillement? Non, je pense qu'on a autant de travail qu'on le veut dans une ferme. Donc on met des choses de côté et voilà, on choisit un peu les priorités. Voilà. C'est bien de vivre dans une ferme? Oui. Vous aimez les animaux? Oui. Oui. Quels sont vos animaux préférés? On les aime un peu tous. Un peu tous? Oui. Vous avez quoi en dehors des vaches comme animaux? Des chats. Ouais. Des chats, des chiens. Combien de chats? Plein. Toi, tu dois être un peu coquine. Non? Non? Elle m'a l'air un petit peu coquine. Alors, pendant le tournage du reportage, nos équipes en ont profité pour les interviewer, justement, les enfants. Regardez. J'ai ma grande sœur Éléonore, qui a 10 ans. J'ai ma petite sœur Clarisse qui a 7 ans.
Et j'ai ma dernière sœur qui a 5 ans. Et j'ai Pierre qui est mon petit frère qui a 3 ans. Des fois, j'aide papa et maman à la traite. Je donne de la paille aux veaux parce qu'ils sont gentils. Mes animaux préférés, c'est les vaches quand on leur donne à manger. Quand je serai grande, je serai peut-être agricultrice. C'est vrai, ça vous plairait de rester à la ferme et de faire ce métier? Peut-être, peut-être, j'en ai aucune idée. Toi, tu veux pas être maîtresse? Je sais pas. Tu sais pas. Et toi? Moi, je sais pas encore. Tu veux quoi? Je crois que peut-être je ferai fromagère. Fromagère. Bah, c'est super. Et toi, tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je veux faire crèche. Hein? Tu veux faire crèche. Bon, Garder les enfants. Hein, garder des enfants. Très bien. Et toi, tu sais pas encore. Il suit son pouce avec son espèce de doudou. Là, c'est son doudou? Oui. Hein? Bon, en tout cas, ça fait envie. Hein. C'est vrai, quand on voit comme ça, on a l'impression que les enfants sont au contact de vraies valeurs, de la vie. Comment vous envisagez l'avenir? De poursuivre dans cette voie, peut-être investir, ça dépendra de la conjoncture actuelle, mais je pense qu'il y aura toujours une place pour eux et peut-être créer une nouvelle activité. Mais l'agriculture, il y a des possibilités énormes et c'est un chouette milieu. C'est vraiment formidable. Et vous, Louis, comment vous voyez l'avenir? Ben, plein d'optimisme. Je vais rembourser mes dettes pour commencer. Et après, j'ai plein de projets. Donc, quel genre de projet? Je vais développer de la vente directe, travailler un peu plus mon produit. Je vends déjà du veau chez moi, du veau de lait en vente directe. Ça marche pas mal. Et j'ai envie de travailler un peu plus mon lait. Donc, je fais des formations en ce moment et travailler sur un beurre, par exemple. Parce qu'en Bretagne, c'est la patrie du beurre. Donc, bon, en tout cas, pas. on était ravis de vous accueillir et d'offrir ce coup de projecteur sur ces professions d'agriculteurs et de voir comment cette passion qui vous anime quand vous parlez de vos métiers, c'est un bonheur. Merci. Merci à d'être vous. venu nous voir. Merci à nos deux experts de nous avoir éclairés. Merci à vous d'être fidèles chaque jour à notre rendez-vous de l'après-midi. N'oubliez pas qu'on se retrouve dans Version Fémina chaque week-end pour la rubrique Toute une histoire. Et dans quelques minutes, nous allons retrouver Régine et Manon, deux femmes dont les vies ont été complètement bouleversées par des accidents de la route. A tout de suite dans l'Histoire continue. Merci. Cette jeune femme, vous l'avez peut-être déjà vue sur Internet, dans cette vidéo que plusieurs millions de personnes ont visionnée. Depuis un accident de moto, Manon a perdu l'usage de son bras gauche et depuis, elle fait tout pour être la plus autonome possible. Quand on rentre chez soi, on n'est plus du tout autonome, c'est-à-dire que même la douche, on ne la fait pas toute seule. On se prépare plus à manger toute seule, on a du mal à s'habiller aussi. Voilà, faut tout réapprendre. Son combat aujourd'hui, c'est la prévention routière pour éviter que ce qu'elle a vécu n'arrive à d'autres. Ils ont lancé une nouvelle campagne qui s'appelle Tous touchés et ils ont pensé à moi. Et vous le verrez, elle n'est pas la seule à se mobiliser pour la sécurité routière. Nous avons retrouvé des images de Renault qui vont certainement vous faire sourire. Démarrons l'expérience. Alors rendez-vous dans un instant dans l'Histoire continue. Un échange de regards à la sortie du lycée et l'engrenage est enclenché. Kevin et son meilleur ami, Sofiane, sont l'objet de l'acharnement de 15 adolescents fous de rage. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire... Les médecins sont sortis pour me dire froidement « Votre fils est mort ». Ma fille aussi a été assassinée par un informaticien qui lui avait installé l'ordinateur. Deux femmes à qui la vie a arraché ce qu'elles avaient de plus précieux. J'ai vu que sa tête. Excusez-moi si c'est insupportable. J'ai réalisé que notre fille n'était plus là. Je pleurais tous les jours. Mais qui ont choisi de vivre en paix. La culture de la haine ne m'appartient pas. Il faut rebondir en posant quelque chose de positif. Vous comprenez le cheminement de votre mère? Non, j'estime qu'ils n'ont pas été sanctionnés à hauteur du crime qu'ils ont commis. On a réellement pardonné quand on peut regarder l'autre dans les yeux pour l'amour de nos deux enfants. Soyez bénis. Plus jamais seul.